Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'Henri VI, roi d'Angleterre et de France. Il n'a que 8 mois à la mort de son père Henri V en 1422, lorsqu'il fut proclamé à la fois roi d'Angleterre et roi de France. Sous la régence de ses oncles, le duc de Bedford pour la France et le duc de Gloucester pour l'Angleterre. Bedford remporte d'abord de grands succès contre Charles VII, mais son frère Gloucester, s'étant attiré la méfiance du duc de Bourgogne, le plus puissant allié d'Angleterre, le roi de France peut reprendre bientôt l'offensive. Vous voulez en savoir plus sur Henri VI, roi d'Angleterre et de France? Venez avec moi. Henri VI vient au monde le 6 décembre 1421 au château de Windsor, fils d'Henri V et de Catherine de Valois, fille de Charles VI, roi de France. Le règne d'Henri V, 1413-1422, fut court mais brillant, faisant valoir ses prétentions au trône de France qui avait débuté avec Édouard III. Henri V avait remporté la bataille d'Azincourt en octobre 1415, puis conquis la Normandie entre 1417 et 1419. Les victoires permettent à Henri V de signer le traité de Troyes en 1420, avec Charles VI faisant d'Henri V l'héritier du trône de France, tandis que l'héritier de sang, le dauphin Charles de Valois, était déshérité. Tout cela se passait alors que la France était divisée entre deux factions rivales, les Bourguignons et les Armagnacs. Au sommet de sa gloire et de sa puissance, Henri V meurt, probablement de dysenterie, le 31 août 1422. Le roi anglais rend l'âme seulement 2 mois avant celle de Charles VI, le 21 octobre 1422, laissant le prince Henri, âgé de 9 mois, devenir le nouveau roi d'Angleterre et le plus jeune jusqu'à ce jour à porter un tel titre. Il ne sera couronné que le 6 novembre 1429 dans l'abbaye de Westminster, devenant officiellement Henri VI, roi d'Angleterre et roi de France. À 9 mois, l'enfant avait 2 régents nommés par Henri V avant sa mort, Humphrey, duc de Gloucester pour l'Angleterre et Jean de Lancaster, duc de Bedford pour les territoires français. Un autre personnage important était le grand-oncle du roi, Henri Beaufort, évêque de Winchester. Ces 3 hommes, ainsi que d'autres, s'affrontent dans une spirale de compétition pour détenir le plus de pouvoir pendant la minorité du roi. Toutes les grandes batailles de la guerre de 100 ans avaient été en faveur des Anglais, mais prendre et contrôler le territoire français était une autre affaire. Maintenir de grandes armées sur le terrain était extrêmement coûteux et dépassait les moyens du trésor anglais. Charles de Valois, le dauphin, n'était pas non plus prêt à rester les bras croisés et à regarder son héritage être remis aux Anglais. Le caractère même du roi d'Angleterre, alors qu'il atteignait sa maturité, sur le point de devenir un sérieux problème. Le jeune Henri VI était grand, bien éduqué, parlait couramment l'anglais et le français, aimait la chasse, mais son caractère présentait de sérieux défauts. Henri VI et son conseil continuent à faire valoir les prétentions de sa famille au trône de France. Mais la riposte française commence en 1429, lorsqu'une armée, menée par Jeanne d'Arc, lève le siège d'Orléans. Cela permet au dauphin d'être couronné à Reims le 17 juillet 1429 sous le nom de Charles VII, en violation directe du traité de Troyes. En réponse, Henri VI se fait couronner dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 16 décembre 1431, bien que les loyalistes de Charles VII contestent son droit à le faire. Henri VI rentre en Angleterre en février 1432 et ne remettra plus jamais les pieds en France. Le sort de la guerre de 100 ans penche en faveur des Anglais au début des années 1430. Sir John Talbot, le grand chevalier médiéval connu sous le nom d'Achille anglais, remporte de nombreuses victoires grâce à ses tactiques agressives et à ses attaques surprises. En 1434, Talbot orchestre la défense réussie de Paris, alors tenue par les Anglais, contre une armée française. En janvier 1436, alors qu'il défend Rouen, Talbot lance l'une des plus célèbres attaques surprises et met en déroute une armée française beaucoup plus nombreuse à la bataille de Ry. Cependant, l'année précédente, en 1435, les Anglais avaient perdu le soutien de leurs alliés, les Bourguignons, qui s'étaient ralliés à Charles VII par le traité d'Arras pour mettre fin à la guerre civile française. En 1436, Henri VI fait de Sir John Talbot le connétable de France, mais ce fut aussi l'année de la perte de Paris. En février 1437, Talbot accrut sa réputation désormais légendaire en ordonnant à ses hommes de marcher sur la glace à l'aube et de prendre Pontoise alors que la garnison était encore sous le coup des célébrations du Mardi Gras de la veille. Talbot remporte une nouvelle victoire contre toute attente en 1439 en battant une armée française dirigée par le connétable Richemont.
Le destin finit par rattraper le grand chevalier, qui fut tué à la bataille de Castillon en juillet 1453. Pendant ce temps, le Parlement et les nobles anglais s'inquiétaient du coût énorme de la guerre et de l'absence manifeste de gains territoriaux. Henri VI règne désormais seul, sans ses régents, mais son aversion pour la guerre s'avère impopulaire. Et le choix de ses associés l'était encore plus, notamment William de la Pole, comte de Suffolk. Le comte négocie toutefois une trêve de 5 ans avec la France à partir de 1444. Le prix à payer pour la paix était la perte du Maine et le 22 avril 1445, le mariage d'Henri VI avec Marguerite d'Anjou, nièce de Charles VII. Ces deux actions ne parvenant pas à mettre fin à la guerre, la popularité d'Henri VI s'effondre encore plus. Les nobles favorables à la guerre s'indignent de sa capitulation, et les nobles opposés à la guerre se plaignent de la poursuite d'une guerre apparemment interminable et coûteuse. L'influence évidente de la reine sur son faible mari était une autre pomme de discorde parmi les fonctionnaires de la cour. Il y eut même une rébellion des roturiers et des dignitaires locaux menée par l'ancien soldat Jacques Cade en 1450, qui demandait le renvoi de certains fonctionnaires de la cour corrompus et inaptes, et le retour à la loi et à l'ordre dans le sud-est. Henri VI négligeait nécessité du gouvernement quotidien, même si la rébellion s'essouffle après avoir causé de nombreuses destructions à Londres. Les choses se détériorent encore plus en France, lorsque le comte de Suffolk envahit la Bretagne, mais ne réussit qu'à perdre le contrôle de la Normandie en 1450. Le comte fut exécuté pour ses échecs, mais son remplaçant, Edmund Beaufort, le comte de Somerset, ne parvient pas à renverser la situation et perd Rouen. La France était trop riche en hommes et en ressources, tandis que l'Angleterre était en faillite et dirigée par un roi qui n'avait aucun goût pour les conflits. En 1453, même la Gascogne, que la couronne anglaise tenait depuis 3 siècles, fut perdue, et avec elle la guerre de 100 ans. Le seul territoire français encore aux mains d'Henri VI était Calais, et alors qu'une guerre se terminait, une autre était sur le point de commencer. En 1453, en plus des défaites en France, ou peut-être à cause d'elles, Henri VI souffre de sa première crise de folie. L'épisode dura 17 mois, pendant lesquels le roi ne comprenait plus ce qu'on lui disait et ne reconnaissait plus personne. Il se peut que cette maladie ait été héritée de son grand-père maternel, Charles VI. En raison de l'incapacité du roi, de ses mauvais résultats dans la guerre contre la France et de la corruption au sein de la cour royale, Richard, duc d'York, fut nommé protecteur du royaume d'Angleterre en mars 1454. Le duc et le comte de Somerset ne tardent pas à s'opposer, chacun essayant de se faire nommer héritier de Henri VI, ce qui marque le début de ce que l'on appelle la guerre des 2 roses, 1455-1485. Le duc d'York était l'arrière-petit-fils d'Édouard III et le neveu du comte de Marche, qui avait été lui-même affirmé être l'héritier légitime de Richard II, roi d'Angleterre. Le comte de Somerset était également un descendant d'Édouard III, mais par le biais du fils de ce roi, Jean de Gand, père d'Henri IV, roi d'Angleterre, 1399-1413, premier souverain de la maison de Lancaster. Le romancier Sir Walter Scott donne à cette rivalité le nom de guerre des 2 roses, d'après les insignes des 2 familles, une rose blanche pour les York et une rose rouge pour les Lancaster qui soutenaient Henri VI. La division était un peu plus complexe que ces 2 familles, car chacune d'entre elles avait des alliés parmi les autres familles nobles d'Angleterre. Par conséquent, la guerre fait rage entre les 2 groupes connus sous le nom de Yorkistes et de Lancastriens. Cependant, la guerre n'implique que la noblesse et ses serviteurs, et non pas la population, et la plupart des batailles étaient plutôt des escarmouches. 1455, le duc d'York emprisonne le comte de Somerset dans la tour de Londres, mais il fut libéré plus tard par le roi Henri VI quelque peu rétabli. Somerset fut ensuite tué à la bataille de Saint-Alban le 22 mai 1455 par une armée dirigée par le duc Richard d'York. Même le roi fut touché par une flèche dans le cou pendant la bataille et parvint à s'enfuir de justesse. Ce n'était peut-être qu'une simple escarmouche, mais ce fut la première bataille de la guerre des 2 roses. Richard d'York, comprenant que le roi pouvait être facilement manipulé, jure alors fidélité à Henri VI, qui parvient le 25 mars 1458 à réconcilier les Yorkistes et les Lancastriens, et même à les obliger à marcher main dans la main dans une procession à Londres.
Cependant la paix ne dure pas longtemps, et le duc d'York doit faire face à un obstacle à ses ambitions, sous la forme de la reine. La reine Marguerite d'Anjou déteste Richard d'York au point de mener une armée contre le duc, le battant dans son quartier général de Ludlow, lors de la bataille de Ludford Bridge, le 12 octobre 1459. Le duc d'York s'enfuit en Irlande, tandis que le Parlement de 1459 l'identifie comme traître et déshérite ses héritiers. En 1460, la situation s'inverse. Une armée yorkiste dirigée par Richard Neville, comte de Warwick, fils de Richard d'York, et Édouard, comte de March, futur Édouard IV d'Angleterre, défie l'armée de la reine Marguerite à Northampton le 10 juillet, puis capture le roi Henri VI. Richard, duc d'York, revient d'Irlande et persuade le roi d'Angleterre, qui se trouve désormais à la Tour de Londres, de le nommer héritier officiel du trône d'Angleterre. Une décision ratifiée par l'acte d'accord du 24 octobre. Cependant, lors de la bataille de Wakefield, le 30 décembre 1460, le duc d'York fut tué et son armée vaincue par les loyalistes d'Henri VI, menée une fois encore par la reine. Marguerite d'Anjou s'assure que la tête de Richard d'York fut exposée sur une pique à York, ajoutant une couronne en papier pour rappeler à tous qu'il n'était qu'un simple usurpateur. Le 17 février 1461, une autre armée yorkiste dirigée par le comte de Warwick fut vaincue à Saint-Alban et Henri VI fut sauvé de sa captivité. Les guerres des Deux Roses n'étaient pas encore terminées. Édouard, fils du duc de York, soutenu par le comte de Warwick, fut promu comme successeur de son père et du roi Henri VI. Lorsqu'Édouard remporte la sanglante bataille de Taunton en mars 1461, la plus grande et la plus longue bataille de l'histoire anglaise, c'est bien ce qui se produit. Henri VI fut déposé, la reine Marguerite et leur fils Édouard, né le 13 octobre 1453, s'enfuient en Écosse. Édouard d'York, âgé de 19 ans, fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster le 28 juin 1461, sous le nom d'Édouard IV. Alors que la reine Marguerite et le prince Édouard quittent l'Écosse pour se réfugier en France, Henri VI est capturé dans le Lancashire en juillet 1465 et de nouveau emprisonné dans la Tour de Londres, où il fut au moins autorisé à garder son chien et son moineau. La guerre des Deux Roses allait connaître un autre rebondissement lorsque le comte de Warwick et le roi Édouard IV se disputent au sujet du mariage de ce dernier avec Elizabeth Woodville. Warwick joint ses forces à celles de la reine Marguerite d'Anjou et défait l'armée du roi à Northampton lors de la bataille d'Ecotte, mort le 26 juillet 1469. Warwick emprisonne Édouard IV, mais celui-ci parvient à s'échapper en Bourgogne à la cour de Charles le Téméraire. Entre-temps, Henri VI fut brièvement rétabli dans ses fonctions, le 11 avril 1470 avec son deuxième couronnement et le troisième en tout en octobre de la même année, cette fois dans la cathédrale Saint-Paul. Édouard IV ne se laisse pas abattre pour autant, et soutenu par une armée anglo-bourguignonne, il remporte la bataille de Barnet le 14 avril 1471 contre Warwick. Cette bataille fut la première en Angleterre à voir les deux camps utiliser l'artillerie comme arme principale. Le comte de Warwick ayant été tué à la suite de Barnet, et le fils unique Henri VI ayant été tué à la bataille de Tewkesbury le 4 mai 1471. Édouard IV se retrouve seul sur le trône d'Angleterre. Henri VI, déposé pour la deuxième fois, se retrouve une fois de plus prisonnier. Quelques semaines plus tard, le 21 mai 1471, l'ex-roi, désormais âgé de 49 ans, fut poignardé à mort dans la Tour de Londres, selon les récits traditionnels. Mort de déplaisir et de mélancolie, selon l'annonce officielle du roi Édouard IV, et d'un crâne fracassé selon une expertise médico-légale de 1910. Le corps du roi défunt fut exposé à la vue de tous, puis enterré à l'abbaye de Chesters, avant d'être transféré au château de Windsor. La reine Marguerite d'Anjou fut emprisonnée, mais finit par être libérée moyennant le paiement d'une rançon par son père, le roi de Sicile, et elle vécut le reste de ses jours dans la France natale. Édouard IV règne jusqu'à sa mort en 1483, après quoi son fils Édouard V deviendra brièvement roi d'Angleterre d'avril à juin de la même année. Édouard V fut tué avant même d'avoir été couronné, très probablement par son oncle Richard, duc de Gloucester, dans la Tour de Londres avec son jeune frère Richard. Le duc de Gloucester se proclame roi sous le nom de Richard III. La guerre des Deux Roses se poursuit. Richard III fut tué à la bataille de Borswood en août 1485. Le vainqueur, Henri Tudor, de la maison de Lancaster, devient alors le roi Henri VII, roi d'Angleterre.
en épousant Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV en 1486. Les deux maisons rivales furent finalement unies et une nouvelle maison fut créée, les Tudors. Comme on l'a vu, Henri VI règne en tant que roi de 1422 à 1461, puis de 1470 à 1471, succéda à son père Henri V, roi d'Angleterre. Henri VI fut couronné roi de France en 1431, mais il ne peut empêcher une reconquête française menée par Charles VII et par des personnalités telles que Jeanne d'Arc. La guerre de Cent Ans, 1337-1453, fut finalement perdue, et avec elle, tout le territoire anglais en France, à l'exception de Calais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.